Réveille ton bise, tin, tin, tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma, je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Salut Paul, Salut Justine, comment tu vas? ça va super et toi? Mais bien, je suis ravie de te recevoir dans le podcast aujourd'hui pour un sujet chaud, brûlant comme de la braise. Donc je peux aller que bien, effectivement. Trop content de te recevoir. Trop bien, chaud brûlant comme la braise. Ça me fait penser aux intros de Aymeric Lompré là. L'actualité elle est chaude. C'est exactement le cas aujourd'hui. On va parler de ton parcours, on va parler de toi, de ton histoire. On va parler de la fois où tu as tué, entre guillemets, ton business, même s'il fonctionnait, même s'il était rentable. Est-ce que tu es prêt à entrer dans le vif du sujet avec moi? Allons-y, parlons de cet Oui, assassinat. est parfait. Alors, mes chers auditeurs, auditrices, on va parler avec Paul aujourd'hui de son changement de business parce que potentiellement, j'ai l'impression que vous vous retrouvez assez souvent là-dedans, dans cette histoire de on construit un business qui marche, mais on n'a pas forcément envie d'y retourner. Genre, tout peut être OK sur le papier, des ventes, de la visibilité, des résultats, mais à l'intérieur, en fait, ça sonne genre, creux, un truc un peu, pas très envie d'y être, ni d'y retourner, quoi. Et là, souvent, il y a 2 options qui s'offrent à nous. La première, c'est de continuer et d'encaisser sous toutes les formes, et il y a aussi ce truc de, on fait comme si, quoi, ou alors on prend une décision que personne ne comprend, celle de tout arrêter. Et aujourd'hui, on va parler de ce moment précis, celui où on réalise que, ce qu'on a construit, n'est plus OK, ne nous ressemble plus, hein, on peut le dire sous différentes manières, je me sens plus alignée et cetera. En soi, on n'est plus OK avec ce business dans lequel on y passe, suffisamment d'heures, pardon. Et donc toi, tu l'as vécu et pendant 2 ans, tu as fait tourner un business, rentable, audience, contenu, vente et puis un jour, plus d'alignement, plus d'envie et même un rejet de ce que tu racontais. Et là, du coup, la grosse question que tu as sans doute dû te poser, c'est est-ce que tu continues pour l'argent ou est-ce que tu choisis de te respecter, quitte à repartir de zéro? Et donc, dans cet épisode, on va plonger clairement dans ce moment inconfortable, celui où on doit parfois tuer un business qui fonctionne. Tu es prêt? Oui, tu vois, à t'entendre, Suspense. ça me fait remonter les moments de ces trucs hyper inconfortables. Ça fait bizarre. Complètement. Avant d'aller dans le vif du sujet, je te propose de te présenter sous ta nouvelle version et peut-être nous dire ce que tu faisais avant cette version-là. Ok, alors aujourd'hui je m'appelle Paul Calderon, version 2. J'ai un podcast qui s'appelle Side Project, ça parle, en gros je rencontre des entrepreneurs web, on revient sur leur parcours, on parle de leurs échecs, de leurs leçons. Et j'ai aussi une newsletter, toujours sur ce sujet de l'entrepreneuriat web où je partage les conseils que j'apprends. Ça c'est la version 2, la version actuelle. Et la première version qui est morte, c'est que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat web en parlant de haut potentiel intellectuel et d'hypersensibilité. Donc via un blog et une chaîne YouTube principalement. J'ai commencé ça en 2020 pendant le Covid et à partir de 2002, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème et c'est à partir de 2002 que petit à petit, j'ai fait la transition jusqu'à arriver à cette version 2 aujourd'hui. OK, Voilà. Dans les trop grandes bien. lignes, c'est ça. OK. C'était quoi ton premier business concrètement? Alors ça a commencé parce qu'il fallait que je m'occupe pendant le Covid. J'étais chef de projet événementiel, j'organisais des soirées à Paris et ça s'est arrêté. Et on a été mis en pause pendant 1 an et je me suis dit: «Je vais utiliser cette année pour creuser un sujet que j'avais envie de creuser et partager ce que j'apprends». Donc ça a commencé vraiment juste avec, de la vidéo et du blog, j'apprends un truc, je le recrache quoi, en gros, je le partage. Et petit à petit, ça a pris. J'ai eu un coup de bol énorme avec la sortie de la série HPI, quelques mois après. Donc ça a pris plus d'ampleur que prévu, ce qui m'a pas du tout déplu, hein. Et je me suis mis à vendre de la formation et de l'accompagnement. Et petit à petit, c'est transitionné en étant mon métier, quoi. Je suis pas retourné à mon métier de chef de projet OK. événementiel quand le monde s'est rouvert.
j'ai basculé 100 là-dessus en me disant: «Bah, vas-y, on tente le coup». Donc c'était, création de contenu et vente de formation, en gros OK. le business model. Et à quel moment tu t'es rendu compte que ça fonctionne, hem et que tu commençais un peu à être: «Ouais, ça fonctionne, j'ai envie, mais je sais pas». Il y a une couille, Ouais, a été déjà moi, j'ai pas du tout été à l'aise. Un premier truc qui me gênait, c'était le sujet. OK, Le sens où, quand les gens me demandaient: «Et toi, Paul, qu'est-ce que tu fais?» C'était direct: «Eh ben, je crée du contenu sur internet sur les HPI et les hypersensibles». «Ah, et comment tu sais ça?» Et direct, tu pars dans: «Ah, bah, moi, j'ai fait une psychothérapie quand j'étais au lycée et tu vois, déjà, il y avait ce petit truc où direct, on passe dans du personnel, là où je parlais à des inconnus, tu vois? Donc ça a été le premier truc qui m'a gêné. Vraiment, par contre, le gros où là, je me suis dit: «Il y a un problème», c'est que plus je creusais ce sujet, plus je me faisais un peu un nom parce que c'est un tout petit marché et au bout d'un moment, j'étais devenu un des gros acteurs du milieu. Enfin, c'est sans en restant honnête, tu vois? En vrai, j'étais bien positionné là-dedans. J'ai commencé à voir qu'il y avait des dérives dans ce secteur, tu vois? d'accord. Dans le sens où j'ai intérêt à faire croire à tout le monde qu'il est surdoué ou qu'il est hypersensible pour pouvoir leur vendre du truc par la suite, tu vois? Et ça a été vachement accentué avec la surmédiatisation de HPI, enfin via la série, où mon mon business, moi, les vidéos qui marchaient, c'était des tests de, 10 signes qui prouvent que tu es surdoué, tu vois? Ou des trucs comme ça, qui, sur les moments, je les faisais parce que j'étais à fond dans le guidon, dans «C'est un jeu, je vais faire de la vue, c'est trop drôle, j'adore ce jeu». Mais à un moment, tu prends du recul et tu te dis: «Est-ce que je suis pas en train de dire de la merde là, quand même?» Hem et juste ça me ressemble pas et je suis en train de gagner de l'argent et capitaliser sur de la souffrance de certains, en essayant de leur vendre un truc, hem, pas nul, mais je pense que le meilleur truc qui pourrait les aider, ce serait d'aller faire une psychothérapie pour certains. Je suis pas du tout psychologue, je suis pas formé pour ça. Enfin, moi, je fais des soirées dans Paris, c'est pas mon métier, la psycho. Et c'est là où il y a eu le premier truc en mode: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» J'ai joué à un jeu, je me suis fait un peu embarquer dedans parce que j'adorais ça, mais en même temps, je me dis: «Là, ça me ressemble pas». Tu vois? Je suis pas totalement aligné avec le contenu que je délivre, OK. et ça a été le premier problème. OK. Et de ce premier problème jusqu'à la grosse décision que tu as prise, comment ça s'est manifesté justement au quotidien? Est-ce que c'était plutôt, tu plus envie, t'avais plus d'énergie? On a bien vu que c'était par rapport à la thématique, par rapport au contenu, par rapport à ce qui se faisait dans ce milieu-là, et toutes les dérives qu'il pouvait y avoir. Cette notion de pas avoir envie de participer à, même si, je pense que tu participais pas, aux certaines dérives, mais, c'était de pas envie de remettre une pièce dans cette machine, mais du coup, toi, dans ton quotidien, comment ça se manifestait? Ça a été au début beaucoup de «je t'aime moi non plus», avec principalement YouTube c'était ma grosse, vache à lait. C'était avec YouTube que j'attirais vraiment du monde et donc c'était des périodes de: «Oh non, j'y vais plus, je ferme les yeux». Les vidéos tournent toujours, elles me permettent de m'amener des gens sur mes formations, donc il y a quand même ce truc où ça gagne de l'argent, donc je l'entretiens pas, mais je regarde pas ce qui s'y passe, tu vois? Et juste j'encaisse l'argent, et des périodes où je me dis: «Bon allez Paul, dans tous les jobs, il y a des parties qu'on n'aime pas. Toi, ça t'apporte plein d'autres choses ce job, le d'être plus à l'aise, dans mon quotidien, de l'organisation, enfin plein d'avantages de l'entrepreneuriat», tu vois? Juste, tu parles d'un sujet qui te passionne plus tant que ça, donc serre les fesses, ferme les yeux et avance, tu vois? Il y a aucun métier qui est parfait et donc j'ai alterné comme ça entre ces 2 phases-là de: «J'en peux plus, je veux plus le faire» et «Tant pis, on y va, c'est comme ça», c c'est cette alternance, elle a duré quand même un petit moment, tu vois? Plusieurs mois de ça va pas», et même dans les périodes où je dis: «Ça va», c'est-à-dire je le faisais, je le fais toujours un peu à contre-cœur, tu vois? J'essayais de passer dans ce mode où on pense pas trop, on est en pilote automatique. Et on le fait parce qu'il faut le faire et parce que, bah, j'ai un loyer à payer aussi comme tout le monde, tu vois? Tu fais pas de nouvelles vidéos, bah, les anciennes, elles baissent petit à petit et du coup, tu as moins de ventes de formation et tu es un peu quand même pris dans cet engrenage et tu vois tout le travail que ça a été bah, c'est 1 an de galère au début où j'avais le chômage heureusement, mais du jour au lendemain, tu peux pas changer et te dire: «Bon, mon éthique m'impose de changer», sauf que ton éthique, elle paye pas le loyer, tu vois? Donc il y avait vraiment toutes ces questions-là, tous ces beaucoup de pas forcément de remise en question, mais de discussion interne, tu vois? De qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que finalement, c'est pas tous des grands, tu vois, qui me regardent? C'est des adultes, ils sont consentants comme ils quand ils paient, c'est à eux aussi de savoir ce qu'ils achètent.
pas dans le sens je vends des bêtises, mais au bout d'un moment, c'est des adultes, il faut les responsabiliser aussi, tu vois? Ils font ce qu'ils veulent de leur argent, s'ils veulent me le donner, tant mieux pour moi. Hem et après tu as des moments où tu es plus, ah ouais, mais quand même, c'est pas la meilleure manière dont tu pourrais les ai mon produit n'est pas 100 le truc qui leur ferait le plus de bien, tu vois? Ce qui leur ferait le plus de bien, certains, c'est une bonne claque, d'autres, c'est un psychologue, enfin ça dépendait vraiment des profils et heu et c'est plein de discussions, en fait, comme ça en interne et tu complètement perdu. Enfin, en tout cas, moi, j'étais complètement perdu sur, qu'est-ce que je veux pas, quoi. Cette notion de pilote automatique, je la retrouve beaucoup en coaching et je l'ai moi-même vécu, pareil, dans ma traversée du désert, où tu fais les choses parce que, on doit les faire pour que ça tienne, un espèce de rythme de croisière. Pas plus, pas moins, tu sais que c'est un peu le truc, voilà, je fais le truc, je fais le taf et je m'en vais. À ce moment-là, dans ton pilotage automatique, tu avais beaucoup d'heures de travail. Comment tu maîtrisais tes heures? Non, pas beaucoup. J'essayais d'avoir toujours une vidéo par semaine qui sort et une newsletter par semaine qui relaie cette vidéo. La newsletter, je mettais quoi? 2 heures à l'écrire et ça, je le faisais vraiment toutes les semaines et les vidéos, je les batchais, tu vois? Je me faisais, 1 semaine dans le mois où je préparais toutes les vidéos et après, c'était du temps que j'avais de dispo pour, de temps en temps, monter des nouveaux projets un peu connexes liés à ça, tu vois? J'ai écrit un bouquin avec un éditeur, c'était création de nouvelles formations et tout. Ça, c'était les choses que je faisais dans les périodes où j'étais en mode, conquérant, vainqueur, serre les fesses, polo et les périodes où j'étais en mode: «Non, mais je peux plus faire ça», bah, juste, je faisais autre chose et je déprimais tout seul dans ma chambre. Tu as parlé de, tu mis 1 an à vivre de ce business, tu avais Pôle emploi. Après, c'est difficile de, voilà, de switcher, de pivoter, de faire des choix alors que c'est quelque chose qui fonctionne. Tu viens de parler que, bah, voilà, il y avait un éditeur dans la boucle pour l'écriture de ton livre, il y avait des vidéos YouTube, les formations se vendaient, il y avait ta newsletter et cetera. C'était une machine qui fonctionnait bien, qui était, vue, reconnue, commandée, tu étais visible, tu faisais partie des gros acteurs, de ce milieu-là à ce moment-là. Est-ce que toi, quand tu disais: «Non, ça va pas, j'aime plus ce que je fais», est-ce que tu avais un peu une culpabilité de, qui suis-je pour refuser de travailler? Qui suis-je pour, pinailler un petit peu sur, j'ai du chiffre d'affaires, mais j'aime pas pourquoi? Enfin, tu vois un peu ce truc? Est-ce que tu avais un peu de culpabilité ou de la remise en question ou un truc de: «Je peux pas me plaindre en fait, finalement»? Il y a beaucoup de ce «je peux pas me plaindre». Le truc, moi, qui m'a le plus bloqué, ça a été je laisse tomber mon éditeur qui a fait un pari sur moi, tu vois? Alors, la partie rédaction du bouquin, là où j'ai fait ma tâche contractuelle, ça s'est très bien passé. Mais après l'éditeur, il a aussi pris un pari sur moi. C'est-à-dire qu'il a fait le pari que mon activité va continuer pendant des années pour que ça lui ramène de la visibilité sur son livre, enfin sur notre livre. Et en arrêtant après, hem, j'ai ce truc de punaise, il m'a quand même fait bon, il m'a pas fait une fleur, j'ai respecté mon contrat et voilà, tu vois? Mais en vrai, c'est cool, c'est une expérience super qu'ils m'ont permis d'avoir, et j'avais l'impression de le laisser tomber. Où, j'avais aussi énormément de super retours positifs de clients ou de psychologues qui m'avaient dit que je les avais aidés dans leur démarche pour accompagner les personnes HPI. Donc j'avais vraiment des très, très bons retours. Je pense le problème de «Jette pas les gens», il était vraiment surtout dans ma tête et c'était plus tous ces gens-là que j'avais l'impression de laisser tomber et c'était ça plus qui était dur. Mon entourage, ils ont jamais vraiment compris ce que je faisais. Donc que je leur dise: «J'arrête parce que ça me ressemble pas» ou quoi, de toute façon, c'était déjà flou ce que je fais donc si je leur dis: «J'arrête pour des raisons floues», on se dira: «OK, ça reste flou son histoire». Il fait des On va vidéos sur encore faire un truc YouTube. flou de toute façon. Ouais, voilà, de toute façon, il fait le guignol sur internet. Quand j'ai écrit un livre, ça, c'était très concret et ça, c'était: «Ah, Paul, oui, c'est mon neveu, il a écrit un livre». Tu vois? Ça, c'était Il est auteur. facile. Il est auteur et du coup, ça en rajoute dans «Ouais, je suis auteur, mais je vais arrêter complètement ce métier-là». Et c'était plus vraiment cet aspect, je vais décevoir des gens, tu vois? Moi qui disent: «Oh, il fait chier, à pinailler pour des détails», ça je m'en fous. Et justement, il y a quand même eu beaucoup de retours positifs et tu l'as dit concrètement, le décalage et finalement, l'aspect négatif de ton métier était surtout toi de ton côté et dans ta tête. Est-ce que tu aurais pas pu voir un pivot dans la même thématique ou une nouvelle façon d'accompagner, de pouvoir aider, enfin une évolution de ce business-là? En soi, tu vois, je pense que il y avait beaucoup, en gros, dans le HPI, tu avais beaucoup de formations qui étaient très orientées développement personnel, spirituel et tout ça, ce qui était pas du tout ce que je faisais. Moi, ce que je vendais, c'était une grosse vulgarisation d'articles scientifiques pour te dire:
voilà ce que dit la science aujourd'hui sur les personnes surdouées. Voilà ce qu'on sait et du coup, c'est comme ça qu'il vaut mieux les accompagner ou qu'il vaut mieux vous que vous vous comportiez. Tu vois, un truc assez scientifique qui, moi, j'aime bien le concret. Donc, ça me parle beaucoup plus que du développement personnel que je vais trouver un peu flou parfois. Et donc, en soi, j'étais pas déjà là-dedans, tu vois. J'étais assez à l'aise avec ce que je vendais. J'aurais pu aller plus loin là-dedans. Les problématiques que j'avais, c'était vraiment dans je suis une pierre à l'édifice de ça qui joue un peu du mal-être des gens. Enfin, pas du mal-être, mais qui exploite le fait que tout le monde se sent HPI alors que c'est faux. Tu vois, j'avais plein de parents qui venaient me voir en me disant que leur gosse, il n'arrive pas à écouter en classe et donc forcément il est HPI et donc faut que je les aide. Et alors déjà, non, ton gosse, c'est juste un petit con. Et Il est il juste y en a libre devant beaucoup, c'est l'écran, ça. il peut juste pas se concentrer, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est pas et surtout je me dis: «Mais quel avenir pour ce gosse?» Tu vois? Il a certainement enfin, c'est un enfant, c'est pas de sa faute. Il y a d'autres moyens de l'aider, c'est pas à moi de le enfin, je ne suis pas la bonne personne, tu vois? Et on me remettait trop de poids sur les épaules. J'ai eu pas mal de gens qui m'envoyaient des mails à 22:00 en qui me disaient: «Paul, je vais me su tu le seul à pouvoir m'aider». Et là, moi, tu vois, je sais pas comment réagir. Je m'imprègne trop de ça, des gens, j'arrive pas. Et en fait, tu vois, tu avais plein de messages comme ça, où je me dis déjà, moi, à titre perso, j'y arrive pas, c'est pas pour ça que j'ai signé. Et je veux pas me retrouver au milieu de ces histoires non plus. Tu vois, ça devenait vraiment trop lourd, même si moi j'essayais de me dire, alors, j'ai pas d'article scientifique qui te dit ce qu'il faut faire là-dessus, mais j'étais embarqué dans ce truc-là, et ouais, j'en pouvais plus du tout. Quand tu es face à parce que là, on comprend bien que c'est pas juste le sujet, c'est aussi tous les à côté des problématiques de l'accompagnement en réalité et de ce que les gens peuvent, partager, des fois enfin, nous, quand on est accompagnant, on est plus ou moins préparé à ça. Toi qui es plutôt, créateur de contenu, de vulgarisation de contenu scientifique, effectivement que tu es pas prêt, pour pouvoir réceptionner ces thématiques-là et réorienter vers un professionnel qualifié et toi, tu prends ça en pleine poire. Finalement, c'est peut-être toutes ces accumulations-là qui t'ont fait penser que, genre, juste, il fallait mettre un gros stop, quoi? Ça a été l'ensemble de tout. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que j'étais dans un écosystème dans lequel je voulais pas vraiment prendre part. Tu vois, j'ai appris plein de choses sur le sujet, j'ai appris plein de choses sur moi, c'était génial. Mais maintenant, je me retrouvais à être un peu comme pris au piège de tout ce contenu que j'avais créé, dans un truc que je voulais pas prendre part, et je me retrouvais à être mis en relation avec des gens, hem, avec qui je voulais pas avoir de relation, en fait, tu vois? Je recevais des messages d'amour, j'ai eu quelqu'un qui est venu m'attendre, en bas de mon espace de coworking. J'ai eu des trucs comme ça et ça, moi, je suis pas du tout préparé et pense que je suis fait pour l'anonymat en ligne, tu vois? Je suis pas fait pour une vie de star. C'est pas pour moi, même si c'était pas du tout une vie de star, tu vois? Mais juste, je suis émotionnellement pas fait pour ça, tu vois? Et ça a pris trop d'ampleur ce truc et alors oui, je pense que j'aurais pu le gérer différemment, tu vois? J'aurais pu, ou me former à l'accompagnement, par exemple, ou prendre, je sais pas, il y a peut-être des mini formations de psychothérapie juste pour avoir des bases sans pouvoir dire: «Je suis psychologue», juste pour faire de l'accompagnement mieux, arriver à mettre une distance et tout. C'était pas du tout ce que j'avais envie de faire et c'est toutes ces pierres qui, petit à petit, m'ont fait dire: «Ça, c'est plus pour moi». Et il y a eu en même temps aussi, je pense que le sujet, il me saoulait. Enfin, pas il me saoulait, mais j'adore apprendre des choses nouvelles et le HPI ou l'hypersensibilité, ça n'avance pas assez vite pour nourrir ma curiosité, tu vois? Et au bout d'un moment, j'en avais fait le tour. J'avais l'impression de redire toujours la même chose, mais formatée différemment pour que ça plaise à Bien sûr. YouTube et voilà, je pense qu'au bout d'un moment, je me suis dit: «Écoute, ce sujet-là, tu l'as poncé, tu le maîtrises bien. Là, tu te retrouves dans une soirée, tu pas trop les gens, tu pas trop l'ambiance de la soirée, Soirée glauque en il est temps plus. de partir». Ouais, soirée glauque, les gens, ils ont que des mauvaises histoires, il y a pas une bonne vibe. Là, Paul, il est temps de rentrer à la maison. Tu sais, c'est un peu les soirées où tu es déjà en gueule de bois avant de l'être, tu sais, genre: «Oh, c'est quoi? C'est bizarre». Tiens, j'aurais dû OK, commander des sushis, regarder Desperate Housewives ce de ouf. soir.
On a bien compris que c'était effectivement une période pas cool, tu me l'as dit en off, là on le comprend bien. Je vais pas te demander à quoi ça ressemblait puisqu'on a bien compris que c'était pas, le petit bonheur de vivre ces semaines-là, même s'il y avait des «ça va bien», «non ça va plus», «je tiens le coup», «j'ai plus envie», plus tout ce qui se passait. Hem, Qu'est-ce qui a fait que tu as mis autant de temps finalement à soit essayer de sauver ton business, soit, du coup à l'arrêter puisque c'est ce que tu as fait? Il y a eu, déjà l'argent. C'est-à-dire que moi, donc, je viens pas du tout de ce milieu d'entrepreneuriat web. J'ai l'impression d'avoir découvert ça un peu par hasard, tu vois? J'ai fait ça pour m'occuper pendant le covid. 2 ans après, j'ai le bouquin, j'ai des formations qui tournent à plein régime. En vrai, c'était cool, tu vois? Si je mets à part le sujet et tout, j'avais une vie plutôt sympa quand même. Putain, je me plains pas du tout. Et du coup, il y a ce truc de: «OK, j'ai envie d'arrêter, mais pour faire quoi? Pour retourner faire de l'événementiel?» J'adore ce métier, mais tu te fais des horaires pas possibles. Les gens, ils sont pas tous très nets non plus, tu vois? Je retourne dans une soirée chelou et ou alors je me lance sur un autre sujet, mais pareil, est-ce que j'ai pas eu un coup de bol énorme avec la sortie de HPI, la série, qui m'a donné un tremplin gigantesque? Est-ce que j'aurai un autre coup de bol? Est-ce que j'ai la capacité de faire ça? Donc c'est ça vraiment une réflexion plus stratégique de, OK, mais je fais quoi? Ça, j'ai ce truc, ça tourne, ça me demande très peu de temps, ça gagne bien. Est-ce que j'ai vraiment envie d'en partir? Est-ce que ça vaut pas le coup, en fait, de souffrir un peu, mais pour avoir plein d'autres choses bien que ça m'a apporté? Donc ça a été ça le qui a fait que j'ai mis très longtemps et que je l'ai fait lâcher des morceaux de Connect the Dots, ça s'appelle, enfin ça s'appelait, progressivement. Tu vois, on me dit pour me laisser toujours une porte de si jamais je veux revenir, j'ai pas tout laissé tomber et essayer de faire une transition, pardon, beaucoup plus douce avec le nouveau projet actuel. Est-ce qu'il y avait quand même en fond sonore une peur de perte de crédibilité? Je pense qu'il y a eu le le côté aussi où tu es reconnu un peu dans un domaine, c'est-à-dire que là, j'avais écrit le bouquin et tout ça. Pas peur de perdre de crédibilité, mais en vrai, mon ego, il était un peu flatté, tu vois, quand même. Et peur de perdre ça et de retomber dans un autre sujet où je suis personne et de me dire un peu, est-ce qu'il vaut pas mieux être le roi d'un petit étang que un poisson lambda dans l'océan, tu vois? Donc il y a toujours cette idée-là qui était un peu dure et j'ai commencé en fait, je suis parti sur ce sujet d'entrepreneuriat web parce que j'ai remarqué que ce que j'apprenais pour mener à bien ce premier projet, la technique, enfin la stratégie derrière ça me passionnait beaucoup plus, que le HPI. Tu vois? La création de contenu, la stratégie de la création de contenu et tout ça, ça me passionnait beaucoup plus de parler de ça. On me demandait dans mon entourage, ceux qui comprenaient ce que je faisais pour qu'ils étaient pas flous: «Mais comment tu gagnes de l'argent avec YouTube et un blog?» tu vois? Quelques-uns me le demandaient dans mon audience de HPI à l'époque et c'est là que je me suis dit: «Je vais parler aussi de ce sujet-là et peut-être c'est ça ma porte de sortie». Et en même OK. temps, je voulais garder les HPI en disant: «Regardez, je l'ai fait, c'était ma preuve, tu vois? C'était ma vitrine» et c'est comme ça que petit à petit, je l'ai géré et il y a eu un gros sentiment un peu d'imposture quand j'ai décidé de laisser tomber le HPI, d'arrêter de vendre parce que du coup, j'étais plus qu'un gars qui vend du contenu sur, comment tu gagnes de l'argent en ligne, en gros, sans avoir de preuves à son actif, tu vois? Je gagne de l'argent en t'expliquant comment gagner de l'argent et pas en le faisant moi-même et heu Et là, il y a eu un problème mental pour moi à ce moment-là aussi, tu vois? Parce que du coup, quand tu as vraiment officiellement arrêté la partie HPI, tu as tout supprimé? Non, 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 c'est toujours en ligne, tu peux toujours te OK. retrouver. En fait, ça, c'est la dernière étape. Je l'ai fait vraiment petit à petit. Donc au début, j'ai fait les 2. Double newsletter, double création de contenu, double vente de formation, j'ai fait les 2. Parce qu'en fait, très vite, je me suis cramé. Donc j'ai ça marchait plus et puis moi, plus j'allais dans l'autre sujet, dans le sujet B, plus le sujet A, je me disais: «En fait, non, ça me saoule». Enfin, j'ai bien fait d'en partir, tu vois? Donc petit à petit, j'ai fait les derniers lancements de mes formations. J'ai dit, j'avais 2 ou 3 formations, je sais plus. J'ai dit: «Ça, c'est le dernier lancement», en communiquant sur le fait que c'est le dernier lancement. Pas bête le bête, pas folle la guêpe, ça fait des revenus et donc j'ai communiqué un peu sur la fin petit à petit de Connect the Dots en disant: «Ça, c'est le dernier, ça, c'est le dernier». Il y a 1 an et demi, début 2025, j'ai envoyé la dernière newsletter en expliquant que c'était la dernière, en donnant tous les liens pour me retrouver. Donc voici ma nouvelle newsletter, j'ai ce podcast, j'ai ce truc et depuis, il y a toujours
Donc tous les contenus sont encore en ligne, ils sont plus actualisés, mais il y a toujours YouTube et le blog. Et il y a, j'ai créé une campagne email quand les gens téléchargent le lead magnet qui dit en gros: «J'ai arrêté ce projet-là, mais voilà ce nouveau projet où vous pourrez me suivre» et j'essaye de faire des liens en leur expliquant pourquoi ce serait super pour eux d'aller sur ce nouveau projet. Et là, les prochaines étapes, c'est d'arrêter cette partie d'emailing, parce que je paye le logiciel, d'email là depuis 1 an et demi pour rien finalement, parce que ça m'amène pas tant que ça d'abonnés et après d'enlever le contenu gratuit. Mais ce sera le vrai adieu et je crois qu'émotionnellement, je suis pas encore trop prêt. Parce que là, pour le moment, tu vois, je lis plus les emails, je lis plus les commentaires YouTube. Enfin, le truc est toujours en ligne, on peut toujours me trouver comme ça, mais moi, ça m'atteint plus du tout. Tu vois, il y a des semaines, des fois entières où j'y pense pas, où je vais pas voir le contenu. Du coup, j'ai un bon équilibre, ça va. Mais tu vois, même si la fin était un peu, sportive, ça reste quand même mon premier bébé et il y a une attache émotionnelle très forte et j'ai l'impression que le jour où je vais cliquer sur ne pas renouveler cet hébergeur web et que le site il va mourir, que je vais décider d'enlever les vidéos, je pense que ça va me faire vraiment un truc, tu vois? Déjà quand j'ai envoyé la dernière newsletter, ça faisait 1 an et demi que j'en chiais à les écrire toutes les semaines, que ça me saoulait, que j'avais pas envie. La dernière newsletter, après j'ai pris 2 jours off parce qu'en vrai ça m'a atteint, tu vois? Je tuais vraiment un truc que j'avais construit, que je suis très content d'avoir arrêté, tu vois? C'est une décision très réfléchie, mais c'est quand même très, très dur. Et là, je pense que c'est pour ça que je repousse l'arrêt de l'emailing. Enfin, l'emailing, ça sera facile à couper, mais l'arrêt des contenus, les enlever, les mettre hors ligne, j'aurais l'impression que ça y est, ça existe plus. Tu vois? Que ça sera complètement terminé. Donc ça, j'ai pas hâte. Ouais, je comprends tout à fait. J'allais justement te demander qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as envoyé la dernière newsletter? C'était, du stress ou un soulagement? J'ai l'impression que ça a été un soulagement de: «Pff, C'est bon, je suis débarrassée» et en même temps de: «Waouh, je suis débarrassée, mais je dis au revoir pour de vrai à quelque chose, quoi». Ouais, exactement. Et ce qui m'a tué, c'est que le nombre de retours que j'avais, enfin que j'ai eu pour celle-là, tu vois? Je l'envoyais à peu près à 10 000 personnes toutes les semaines et j'avais un super taux d'ouverture autour de 60, tu vois? Donc en vrai, c'était bien lu et j'ai dû avoir, mais des centaines de messages de gens qui me disaient à quel point mes mails avaient été importants, alors que dans le quotidien, les gens répondaient jamais et j'ai envie de leur dire: «Mais il fallait vous pouviez me dire ça avant, j'aurais continué les gars, enfin j'avais que des mauvaises nouvelles de gens qui veulent se suicider et tout. Où vous étiez quand j'étais en galère?» Mais bon, j'ai maintenu mon cap de non, je ne le ferai pas et je me sens beaucoup mieux maintenant, tu vois? Le choc émotionnel est passé, maintenant je regrette pas du tout d'avoir arrêté. M mais sur le moment, ouais, très, très, très dur. Tu vois? C'est je pense que c'est un peu comme quand tu mets fin à une relation, tu sais que c'est la bonne chose à faire, mais ça n'empêche que c'est très dur à faire, tu vois? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça me parle beaucoup parce que, moi, fin 2024, je voulais fermer ma boîte. Pareil, gros ras-le-bol, de tout, un impayé de presque 30 000 €, plein de clients à gérer, plein de messages, machin, une équipe et tout ça, et moi qui sur le fil du rasoir de: «Je vais m'écrouler, mais il faut que je continue» parce que même si j'avais un très bon chiffre d'affaires, tout fonctionnait bien sur le papier, une belle visibilité, des opportunités, tout ça, mais cet impayé, ça a été un véritable choc. Plus tenir la barque avec ce trou dans la caisse, plus enfin voilà et moi j'en suis tombée malade. Enfin, j'ai d'abord eu le dos bloqué et puis après, des problèmes d'anxiété, de sommeil et cetera, perte de cheveux et cetera. Jusqu'à ce que, 1 an après, je me rende compte que, j'étais bien tombée malade et j'avais fait un bon gros déni comme on va bien. Et effectivement, je voulais fermer ma boîte, sauf que moi je suis en société et fermer une boîte, c'est pas juste fermer une boîte, c'est pas genre cliquer sur supprimer. Ah non, c'est Process de l'enfer. liquidation judiciaire, tout ça. En plus, j'étais à ce moment-là, depuis, plusieurs mois en process d'achat, de résidence principale et donc quand tu achètes une résidence principale, tu ne peux pas liquider quoi que ce soit puisque dans le document d'achat à preuve notariée là, il y a bien vous attestez que vous n'êtes pas en liquidation, gna 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 et j'étais là genre: «En fait, je dois me coltiner la boîte alors que elle est à vomir, je veux plus être là» et du coup, j'avais, pareil comme toi, fait un dernier lancement. Je l'avais appelé et c'était pendant le Black Friday, je l'avais appelé le Last Friday. J'avais fait un bundle de toutes mes offres. Déjà avant ça, j'avais fermé mon offre signature qui me rapportait, hem, énormément d'argent, tous les ans depuis 2021, tu vois? Et donc je l'avais fermé en août et pareil, ma dernière vente, j'étais là: «C'est ma dernière vente», soulagée mais triste parce que pareil, c'était mon truc, j'étais reconnue pour ça, et je m'éclatais énormément et en fait là, j'en pouvais plus quoi. Vraiment, c'était trop lourd pour moi. Après, je fais mon bundle Last Friday et j'envoie, donc j'explique pourquoi je fais ce bundle là
Et donc je reçois des gens, profitent de cette offre-là et cetera. Et puis, là, il y a des personnes qui se rendent compte que c'est pour de vrai, c'est pas un bundle, c'est genre je vais genre juste arrêter ma boîte pour une durée indéterminée, le temps de savoir ce que je veux faire de mes 10 doigts et peut-être qu'à un moment donné, je vais vraiment la fermer, mais genre j'ai besoin de temps pour savoir ce que je vais faire de ma vie, en fait, et j'ai besoin de me reconstruire clairement. Et donc j'envoie plusieurs mails en disant: «Voilà, c'est pour de vrai, c'est pas un bundle, genre, je reviendrai, tu verras, machin. Alors juste, je sais pas où j'en suis, là, je veux juste c'est fermer». Donc déjà, là, c'est le dernier accès à mes offres. Je vais faire mes offres, je vais fermer, j'ai tout supprimé sur mon compte Instagram, j'ai tout archivé, enfin, il y avait vraiment plus rien. Il restait que mon podcast, mais plus d'épisodes de podcast depuis quelques temps, semaines, mois, je sais plus, parce que j'étais au bout du rouleau, tu vois? Et là, je commence comme toi à recevoir plein d'emails: «Mais Justine, si tu fermes ta boîte, en gros, si tu y arrives pas, moi, je peux pas y arriver. Moi aussi, je veux liquider ma société. Moi aussi, je suis fatiguée, gna gna gna». J'étais là genre: «Waouh!» Mais en plus maintenant, donc j'avais évidemment des messages d'amour, mais aussi beaucoup de messages de personnes, qui aussi traversaient les enfers et le désert dans leur business et pour qui à la base, moi je les accompagnais à les traverser, tu vois? Et j'étais là genre: «Voilà». Et puis vraiment je me sentais vraiment, coupable de qui suis-je pour m'arrêter alors que sur le papier ça fonctionne, tu vois? J'étais sur mon année à 100K, j'aurais pu continuer. Qui suis-je pour arrêter? Puis enfin et comme toi, genre je peux pas me plaindre. C'est pas possible, il y en a qui galèrent à avoir des clients. Moi, je ferme mes offres parce que j'en peux plus. Je veux plus de clients, tu vois? Enfin vraiment ce truc de, mais j'ai pas le droit de faire ça en fait. Je me gâche, je me sabote, je respecte pas les gens, je respecte pas le business. Il y avait vraiment tout ça et en même temps, je savais qu'il fallait que je fasse ça parce que c'était une histoire de faut que je sauve ma peau, tu vois? Et donc j'envoie cet email, je reçois plein de messages donc d'amour et de messages de: «Si toi tu fermes, on peut pas y arriver, si tu y arrives pas, moi je» et parce que j'ai belle image de marque, je suis très rayonnante, pétillante, machin et que même si je partageais parfois que c'était dur dans les coulisses, personne ne savait ce que je traversais et donc quand je l'ai dit, ça a été un peu genre, on lève le rideau et patatrac, tu vois? Et c'était hyper compliqué, vraiment hyper compliqué et j'ai pas fait d'épisode de podcast, j'ai pas envoyé un seul mail. Donc épisode de podcast, je l'ai repris en juillet 2025, c'était une saison que j'avais enregistrée 1 an avant, que j'étais incapable de sortir. Mes newsletters, je crois qu'elle est mon dernier mail, c'était fin novembre 2024. Je pense que j'ai dû reprendre en même temps que le podcast, sous couvert du podcast et ma créa de contenu. En fait, je me suis mise derrière mon podcast en me disant: «Bah, en fait, là, ce que j'ai juste envie de kiffer via le podcast et donc je vais me faire, que du podcast et puis on verra où est-ce que je vais». Et puis j'ai repris les cours et j'ai construit après à nouveau, mon petit chemin, tu vois? Mais effectivement, ça a été, un soulagement d'envoyer cet email et en même temps le ventre qui s'est serré de: «C'est pour de vrai, ça y est, c'est dit», tu vois? Et après derrière, les messages de: «Oh waouh, faut que je gère ces émotions-là alors que j'ai déjà du mal à gérer les miennes là», tu vois? Oui. C'était archi compliqué donc je comprends complètement. Et comment t'as fait pour, te remettre en selle? Enfin, c'est quoi? T'as eu besoin d'une Hem, pause? Ça s'est passé comment? ouais, je suis allée exercer mon métier dans une autre boîte déjà, parce que OK. j'étais partie du principe que peut-être qu'en m'enlevant cette charge mentale de tout gérer, peut-être que ça va m'aider et en fait, ça m'a pas aidée. Parce que j'ai pratiquement jamais été salariée et donc quand je suis arrivée dans cette boîte start-up avec possibilité de faire plein de trucs, je me suis mise à faire plein de trucs et donc en fait, j'ai juste répliqué mon comportement habituel dans une autre entreprise que la mienne et sauf que comme j'étais pas toute neuve quand je suis arrivée chez eux, chez Indie, je venais de traverser, mon impayé, mes galères de quelques mois donc je suis arrivée fatiguée, abîmée et complètement surexcitée, de «c'est nouveau», enfin vraiment un truc chelou. Et en fait, c'est mon diagnostic. J'ai eu un diagnostic en février 2025. Hyperthyroïdie, maladie auto-immune et je commençais à avoir des problèmes cardiaques, sans compter que j'avais le dos bloqué depuis 1 an. Et là, mon médecin, il m'a dit: «Non, mais en fait, là, on arrête. Genre, c'est pas une migraine que tu tapes depuis 1 an, c'est genre juste le level au-dessus et à un moment donné, on va s'arrêter». Et donc là, j'étais en arrêt maladie. Le traitement m'a achevée parce que c'est genre, un frein à main à 230 sur l'autoroute, vraiment, parce que j'étais vraiment une pile électrique, mais parce que, vraiment le choc émotionnel de cet impayé, ça m'a déclenché, ça, tu vois? Donc un arrêt maladie, une rupture conventionnelle et j'ai essayé de traverser comme j'ai pu, un peu de thérapie quand même et puis ensuite je suis rentrée en école de coaching parce que je me suis dit: «Bah, OK, ce que je fais depuis des années, c'est accompagner, j'ai envie de level up. Je sais pas ce que je vais faire, je sais que j'ai envie d'accompagner des humains toujours. Est-ce que c'est des humains dans la vraie vie, genre des particuliers, je sais pas quoi ou est-ce que c'est reprendre une partie de mon business et différemment?» J'avais besoin d'un petit reset et d'apprendre de nouveautés et donc là, je viens de passer mon diplôme de coach, professionnel certifié et ça m'a fait du bien Bravo. parce qu'en même temps merci, parce qu'en même temps, c'était une nouveauté, ça m'a remis, des bases parce que pareil, tu vois, comme j'accompagnais beaucoup d'entrepreneurs, j'avais aussi ce truc un peu de: «Purée, mais je peux plus les accompagner». Je voulais fermer ma boîte, tu vois? Il y avait un peu ce truc de j'ai planté mon business alors que pas du tout.
Et du coup, j'avais besoin aussi de remettre un peu de skills, un peu de fondation, un peu d'appui, puis voilà, des nouvelles graines dans ma tête, sortir un peu de tout ce système du business en ligne, de l'infoprenariat, de l'accompagnement, et cetera. Et voilà, en fait, j'ai mis, tu vois, enfin, j'ai commencé à craquer, en mars 2025. On est en mars 2026, donc j'ai mis un an et demi à traverser ça, tu vois? Parce qu'on n'en parlait pas, parce que j'en parlais pas non plus, je savais pas comment le dire, tu vois? Et maintenant, j'en parle de plus en plus, bah, depuis que je suis revenue un petit peu, je commence à en reparler genre, bah, juillet, tu vois, de l'année dernière et en fait, je reçois tellement de messages de: «Mais oui, mais évidemment, moi je pensais que j'avais un problème de visibilité, mais c'est genre juste que j'en peux plus là de mon business actuellement, il fonctionne, mais je sais pas trop ce qui coince et donc j'ai besoin de savoir ce qui coince parce que si je bouge quelque chose mais qu'en fait, ça fait crasher mon business, j'ai encore plus peur de bouger quelque chose, tu vois? Enfin, voilà Ah et ouais. du coup, bah, j'accompagne de plus en plus sur ces thématiques-là et je suis très contente, parce que du coup, je mets du coaching, du mentorat, je mets tout ce que je fais depuis, 2020 maintenant, au fur et à mesure et ça m'éclate beaucoup. Je suis trop content pour toi. Merci. Bon, je reprends mes questions parce que je te rappelle que c'est moi qui les pose aujourd'hui, c'est pas toi. Tes formations professionnelles. De ouf, de ouf. Est-ce que tu as douté à un moment donné de ta capacité à relancer un business? Tous les jours, tous les jours. Mais ça, j'avais douté de la capacité à lancer le premier, que j'attribue beaucoup à un coup de chance, tu vois? J'avais la théorie de, bah, faut pas être Einstein pour, créer du contenu non plus et lancer une formation en ligne, tu vois? On n'envoie pas des fusées dans la lune, hem On sauve et pas les vies j'attribue non ça plus. non, voilà, c'est ça, restons calmes, hein. Il y en a qui ont de la plus de visibilité que d'autres, mais restons calmes et j'attribue ça beaucoup quand même à de la chance que j'ai eue avec la sortie de la série HPI et comme je trouve qu'il y a ce facteur chance qui a été très fort pour moi, j'ai eu beaucoup de doutes, pas dans mes capacités, tu vois? Je comprends mieux comment ça marche, que ce soit du YouTube, du blog, de tout ça, j'arrive en comprenant mieux que comme j'y étais 2 ans avant. Mais je me dis: «Comment est-ce que je vais pouvoir pallier ce fait que j'aurais a priori pas autant de chance? Ou que la chance, elle va arriver, mais peut-être au bout de 5 ans», tu vois? Ou que comment je fais ma place là-dedans? Donc j'ai pas tant douté que ça de mes capacités, mais j'ai plus douté de l'univers et du résultat général, tu vois? Du fait que, bah, ce sera peut-être pas aussi simple et a priori, ce sera pas aussi simple. Parce que, j'adore dire que j'ai monté un premier business, mais la chance l'a beaucoup monté aussi, tu vois? Faut encore une fois, restons calmes. Donc, il y a beaucoup de doutes, il y en a toujours au quotidien, tu vois? Les mauvais mois, moi j'ai mes revenus, ils ont jamais été très stables, tu vois? C'est que de la dents de scie et les mois où je suis en bas, je suis une merde et les mois où je suis en haut, je suis le roi du pétrole et j'ai tout compris. Mais j'arrive pas encore à intégrer que quand je suis en bas, c'est juste normal et moi mes revenus sont comme ça et que t'inquiète pas, dans un mois ou 2 ce sera en haut. Il y a ce truc-là où je dirais que j'ai toujours pas encore intégré que je pouvais y arriver, tu vois? Est-ce que tu as, peut-être redéfini ta propre définition du succès ou de la réussite avec ce nouveau projet? Oui, complètement. J'étais très, pour moi la réussite, elle était beaucoup avant, notée via l'argent. Tu vois, j'ai fait, école de commerce, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille et tout ça, donc tu joues un peu à qui est la plus grosse en parlant que de ton chiffre d'affaires et de tes bénéfices, tu vois? Et hem et là, depuis, bah, 1 an et demi, je suis nomade digital et en fait, je m'éclate et ça n'a rien à voir avec l'argent parce que ce mode de vie-là me coûte moins cher qu'avant quand j'habitais en région parisienne. Je me sens beaucoup mieux et alors c'est pas du tout un mode de vie que je pourrais tenir, sur le long terme, c'est trop tu épuisé, mais le côté liberté, tu vois? Et de là, ça me donne vraiment un côté apaisé où je me dis: «Bah, si je veux, demain, je déménage et je vais à l'autre bout du monde et c'est OK et il y a personne qui peut m'en empêcher». Et savoir que je peux faire ça, en fait, pour moi, c'est ça la plus belle des réussites, tu vois? Que je suis vraiment complètement indépendant. Donc indépendant financièrement, oui, parce que, bah, je gagne des revenus sans que ce soit mirobolant. Indépendant géographiquement, indépendant de tout ce que tu veux. Hem, j'ai pas d'enfant, tu vois? J'ai aucune attache réellement et heu et dans ma vision actuelle du monde, c'est ça pour moi qui est la réussite, tu vois? Qui est le plus beau truc. Mais après, c'est aussi lié à beaucoup de discussions que j'ai eues avec des donc j'ai fait une grande école de commerce et donc tu es formaté, il faut te faire de la start-up, il faut lever des fonds, il faut que ça se compte en milliards, sinon tu es nul.
et donc c'est pas du tout mon cas. Hem et j'en ai beaucoup parlé à des anciens camarades à moi qui maintenant ont des salaires mirobolants dans des super grandes entreprises en leur disant que moi, ça me faisait une frustration, tu vois, tu toujours des moments où tu te dis: «Punaise, est-ce que j'ai fait le bon choix?» Tu vois? Je fais le guignol sur internet. Est-ce que j'aurais pas pu juste me dire: «Bah, va te mettre dans un CDI, fais un truc, achète-toi une baraque et joue la plus cool», tu vois? Et en fait, c'est en discutant avec eux qu'ils m'ont dit que tous à qui je le dis me disent: «Paul, arrête, tu as tous le mode de vie qu'on voudrait», tu vois? Et donc j'ai beau l'intégrer et savoir que ça me correspond, avoir la reconnaissance d'autres gens, ça m'a fait quand même du bien dans cette construction-là en fait, c'est peut-être ça ma réussite maintenant, enfin ce que je vois comme une réussite maintenant. C'est très, très clair et vraiment c'est des sujets, qui vraiment souvent abordés en coaching. La semaine dernière, j'ai alors pour le coup, c'était un coaching collectif, donc il y a plusieurs personnes et et vraiment j'ai essayé de faire avancer les filles sur, le fait de, hem arriver à détacher son résultat CA de sa propre valeur pour évidemment, comme tu l'as dit, éviter les mois où on n'est pas bon, se sentir caca chien et les mois où on est bon, que se sentir rockstar en fait, que ce soit beaucoup plus stable parce que émotionnellement c'est genre juste pas jouable et donc il y a vraiment je pense que c'est des problématiques récurrentes, il y a vraiment une notion de se faire accompagner là-dessus parce que ça peut vraiment pourrir, son quotidien, hein, vraiment son estime de soi et cetera. Enfin, ça peut être vraiment, assez hard à vivre et puis évidemment dans le concret, bah, de pouvoir anticiper, en tout cas de rendre le plus prévisible possible, via des leviers, business, d'acquisition, de conversion et cetera, pour qu'en fait tu puisses avoir un CA un peu plus, lissé, que ce soit moins les dents de scie. Effectivement, comme tu es digital nomade, j'imagine que ça dépend aussi de où est-ce que tu es, de ce que tu fais et cetera et cetera. Mais il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et pour soi et pour son business, pour que ce soit moins montagne russe, parce que les montagnes russes, on les traverse déjà suffisamment souvent à titre personnel. Si en plus on doit se taper tout le temps dans le business, c'est l'enfer sur terre, quoi, c'est L'enfer! Hunger Games, Oh là, on ne s'en sort plus après. clairement. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais voulu que je te pose? Ah, je dirais juste peut-être que, j'en parle là en disant que la fin était un peu complexe de ce premier projet, mais si c'était à recommencer, tu vois, je pense que je le recommencerais exactement pareil, avec la même fin, complexe et tout ça parce que en faisant ces contenus qui ont marché, mais dont j'ai honte, enfin pas j'ai honte, mais avec lesquels je suis plus du tout aligné maintenant, j'ai appris plein de choses trop bien. C'est hyper cucu, tu vois? Mais, en vrai, j'ai appris plein de choses et si c'était à recommencer, je le refais sans stress et pas différemment, tu vois? J'essaye pas de mieux m'aligner avec moi-même, genre. C'est hyper important aujourd'hui, que je sois en mesure de dire: «Non, ça, je le fais pas parce que je sais que je serai pas aligné avec dans 6 mois ou dans 1 an». Et ça, je l'ai su parce que, bah, j'ai fait les bêtises une fois. Enfin les bêtises, les apprentissages, comme il faut dire. L'expérience. Voilà, j'ai des points d'expérience en plus. Mais tu vois, j'ai toujours trouvé ça nul de le dire, mais en le vivant, je me dis: «En fait, c'est pas nul». Enfin, c'est nul à entendre, alors je suis désolé pour les gens qui entendent, mais c'est hyper vrai à vivre. Donc voilà. Clairement d'accord avec toi et à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont en pilote automatique, qui se sentent plus OK, pas alignées et tous ces mots, que l'on peut mettre à cet endroit-là, pour dire qu'en fait c'est «meh» bizarre quoi. Qu'est-ce que tu pourrais, leur partager, comme conseil ou ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'il faut suivre son intuition. Enfin, déjà qu'il y a aucune bonne réponse de est-ce qu'il faut continuer ou il faut arrêter. Les 2 réponses sont OK. Il y en a pas une qui est bonne. Tu vois, moi, pendant longtemps, j'ai été bloqué sur il faut que je pèse le pour et le contre, que je trouve la bonne solution. Sauf qu'en fait, il y a pas la bonne solution. Il y a la bonne solution pour toi et avec laquelle tu es le plus prêt à vivre, tu vois? Et il faut plus chercher à l'intérieur la réponse et faire confiance à son intuition, tu vois? Et après si on décide de continuer, bah, OK, peut-être qu'il y a peut-être, des améliorations, enfin des trucs à changer pour continuer à être plus OK. Et si on s'arrête, pareil, on n'est pas obligé de tout couper du jour au lendemain, on peut y aller petit à petit et au lieu de chercher la réponse de quelqu'un d'autre ou d'un élément extérieur, j'essaierai plus de la trouver à l'intérieur et de suivre l'intérieur et que dans tous les cas, ça ira mieux après. Il y aura peut-être un creux, mais si ça va pas maintenant, de toute façon, ça peut aller que mieux après. Clairement. Effectivement, c'est ce que j'aurais répondu également à cette, question si je me l'étais posée. C'est qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a ce dont on a besoin surtout. Hem
tout plaquer ou faire les choses différemment, c'est tout à fait possible. Genre juste, comme tu l'as dit, les questions, elles viennent d'abord de soi et de l'intérieur. Et c'est vrai que l'enjeu, c'est arriver à se couper de l'extérieur, cet ego trip qu'on peut avoir aussi quand un business fonctionne. Il y a des chiffres qui montrent que c'est OK, il y a des clients qui montrent que c'est OK, il y a des commentaires qui montrent que c'est OK. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent continuer de nourrir un peu cette machine-là. Qu'en fait, nous, au milieu de tout ça, on peut être un peu genre, ouais, c'est OK pour d'autres, c'est pas OK pour moi. Et du coup, je fais quoi si j'arrête? Et du coup, je les abandonne, je les laisse. Et puis, du coup, j'ai pas le droit de me plaindre parce qu'il y en a qui sont en galère. Et puis, du coup, si je tente autre chose et que ça marche pas, en fait, j'aurais tout gâché. Et donc, j'aurais plus que mes larmes pour pleurer. Enfin, mes yeux pour pleurer, pardon, l'expression débile. Et et voilà et donc l'idée, c'est vraiment les réponses, elles sont et ça peut être carrément bateau, hein, comme tu le dis, hein, en nous. Mais en réalité, c'est vraiment là, qu'elles se trouvent et encore une fois, pas les attentes de l'extérieur, ni les injonctions, ni les égos, les ego trips et les métriques, qui font de l'ego trip, quoi, directement et donc pour ça, il faut arriver à faire un peu de calme, un peu d'espace, un peu de silence, à se faire accompagner s'il y a besoin. Pour le coup, si à refaire, je referais exactement la même chose, sauf que je me ferais accompagner bien plus tôt. Pour, peut-être, traverser ça avec moins de turbulences émotionnelles, peut-être un peu plus en sécurité et ouais, que je sois moins dans le mal aussi longtemps toute seule, tu vois? Et en même temps, je savais pas trop comment dire que ça allait pas, à qui et comment le formuler, tu vois? J'étais un peu dans un truc de j'ai peut-être besoin d'être accompagnée. Par qui? J'en sais rien. Parce que oui, la thérapie, en même temps, j'ai aussi besoin de savoir ce que j'allais faire dans mon business. Donc bon, le thérapeute, il va juste m'écouter, quoi. Il va me dire, tu vois? Et en même temps, je refusais de me faire accompagner par un consultant ou un mentor qui, lui, allait tout de suite me sortir des plans d'action et des raccourcis. J'étais là genre: «Non, non, 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 tu vas trop vite là, genre juste viens, tu me poses des questions» et donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le coaching. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est un outil pour moi et ça va être un outil pour les autres de ouf» parce que bah, j'avais besoin de quelqu'un qui vienne me poser des questions, pour que je puisse aller chercher et éclairer en tout cas mes angles morts et aller chercher les vraies réponses de mon intérieur à moi et pas celles des autres, quoi. La prochaine fois, on s'appellera, on se fera des Oui, auto-sessions de oui, coaching et oui, de chit-chat. vraiment. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'on a encore des choses à rajouter? Avant que je conclue cet épisode de podcast. Non, moi j'ai tout dit, sur la transition, sur ce sujet-là. Trop bien, trop bien. Ben, place à la conclusion du jour. Vraiment, j'ai passé un agréable moment avec toi, Paul. Aujourd'hui, c'était trop bien. C'est vraiment ce sujet-là que tu m'en as proposé plusieurs et c'était celui-ci qui m'a matché parce que évidemment qui résonne fort dans mon parcours et dans ce que j'ai traversé et aussi dans ce que je récupère, de mon audience, pardon, au fur et à mesure. Vraiment, ce que je tiens à préciser, c'est que, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que le vrai risque, c'est pas de perdre un business, plutôt de rester coincé dans un business qui nous éteint petit à petit. Alors oui, on peut continuer à faire de l'argent, on peut continuer à réussir, mais si chaque matin, comme Paul et moi, ça nous a coûté énormément d'ouvrir notre ordinateur, à quel moment, en fait, on se choisit soi? Ton histoire, Paul, et la mienne rappellent un truc assez essentiel qui est, bah, que parfois avancer, ça veut aussi dire s'arrêter et écouter et je le souligne, tu as parlé d'intuition, c'est vraiment hyper important. Pas parce qu'on est en train d'échouer, mais parce que justement on est en train d'évoluer et c'est probablement ça la décision la plus difficile, mais aussi du coup la plus honnête qu'on puisse prendre, dans son business, s'arrêter, observer, décider. Merci Paul. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye!